Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours numéro 6 de programmation fonctionnelle. Donc en fait il s'agit ici du cours de rattrapage qui aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais j'ai été absent pour cause de maladie, donc on va rattraper ce cours aujourd'hui. On est très légèrement désynchronisé par rapport au TP, mais ça ne devrait pas vous poser de problème, puisque je vais après cette vidéo vous faire une petite vidéo de lancement du TP numéro 6, qui est le TP à faire cette semaine. Vous allez voir qu'on a largement finalement suffisamment de matériel théorique pour le faire de manière tout à fait cohérente. Alors on s'était arrêté au niveau du cours sur les motifs. On avait expliqué comment marchait le match, comment on pouvait l'utiliser, sa notion de déconstruction qu'il offrait sur les valeurs pour aiguiller finalement l'évaluation d'une expression suivant les différentes allures de l'expression que vous êtes en train de filtrer. Donc j'espère que tout ça est clair. Vous avez dû manipuler ça en TP suffisamment. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la notion. On va donner quelques exemples d'utilisation du motif sur un exemple. On va traiter d'évaluation de formules logiques. Et on fera aussi un petit peu de fonctions d'ordre supérieur. Notion que vous avez déjà commencé à voir en TP, mais qu'on va compléter et qu'on va voilà, un petit peu recontextualiser. Très bien, donc on commence tout d'abord ce cours par un premier exemple complet qui fait intervenir le filtrage, l'évaluation de formules. Alors ici, on va considérer des formules classiques de la logique des prédicats. On ne va pas utiliser de quantificateur, donc on n'aura que des formules avec les connecteurs standards et ou non implication et éventuellement l'équivalence. Alors ici, on n'aura même que trois connecteurs finalement, donc on est vraiment dans un cadre restreint dans notre façon de former les formules. Donc une formule ici, dans notre contexte, c'est soit un atome, donc grand P, donc si vous voulez, c'est une sorte de variable. Donc un atome grand P, on peut l'appeler donc P, Q, R, S, etc. Donc c'est un atome qui possède donc un nom. Une formule peut également se construire comme la négation d'une formule préexistante. Donc si vous avez une formule F qui existe, vous pouvez mettre un symbole de négation devant pour obtenir une nouvelle formule. Dans la troisième étape, vous pouvez prendre deux formules existantes F et G et former une nouvelle formule en mettant l'opérateur logique et entre les deux. La quatrième allure possible, eh bien, c'est la disjonction, c'est-à-dire vous prenez deux formules F et G, vous mettez un opérateur, un connecteur donc, ou logique entre les deux. Ça vous fait une nouvelle formule. Donc vous pouvez observer que c'est une définition qui est récursive. Est-ce que pour définir ce qu'est une formule, eh bien, on utilise la notion elle-même à l'intérieur. Donc ça ne pose pas de problème parce qu'on a une définition qui est bien fondée à cause du cas terminal ici. Donc de base, une formule, c'est un atome. Ça, c'est notre première étape. Et après, on peut enrichir notre grammaire de création de notre objet suivant les points 2 à 4. Donc en fait, maintenant, vous êtes un peu habitué. Quand vous avez une définition récursive de ce type-là, vous avez directement un type que l'on peut déduire, un type qui va donc être récursif. Ici, vous observez que le type formule n'est pas un type paramétré, il n'y a pas de paramètres, c'est un type classique. Vous avez donc ici un atome, c'est la première allure possible, qui est paramétré. Donc là, le type n'est pas paramétré, mais ces constructeurs eux-mêmes peuvent être paramétrés. Donc ils ont des arguments. Donc ce sont deux notions différentes. Dans un type paramétré, vous avez quelque part, si j'écris à gauche ici, par exemple prima arbre, le prima qui est ici, c'est un paramètre de type. D'accord? Donc on parle ici de type paramétré. Et dans le cas où vous avez dans un type un constructeur qui apparaît, donc un élément syntaxique qui commence par une majuscule, qui possède un off ici quelque part avec un autre type, float par exemple ici, bah vous avez un constructeur paramétré. Voilà. Donc vous pouvez évidemment avoir les deux. Dans le type arbre binaire, en général, on a quelque chose comme ça. Vous avez soit la feuille, soit un nœud qui est un constructeur paramétré par paramètre de type prima, et également, mettons, un premier arbre à gauche et un second arbre à droite. Vous avez ce type de cas de figure qui apparaît. Donc,
Notion à ne pas confondre, type paramétré et constructeur à paramètres. Voilà, donc ici vous avez la définition qui est celle qu'on attend. Donc vous avez donc l'atome qui est donc paramétré par un caractère pour distinguer P, QR, etc. On a la négation qui est paramétrée par une formule, hein, la formule sur laquelle porte la négation. Et même idée pour le et le ou qui sont ici attachés à des couples de formules. Donc vous pouvez deviner qu'en fait ici vous avez finalement un arbre sous-jacent dont les nœuds sont soit unaires pour les noms ou soit binaires pour le et le ou. Donc là c'est ce qu'on appelle l'arbre syntaxique d'une formule ou encore l'arbre d'expression. Voilà, donc ça c'est assez simple. Et maintenant on va faire des choses un peu plus intéressantes. On va essayer de mettre en place des algorithmes pour évaluer une formule. Donc vous prenez une formule et pour l'évaluer, eh bien, vous allez lui attribuer une valeur de vérité. Mettons par exemple P et R ou non P. Alors il faut bien parenthéser sinon on a une ambiguïté. Voilà, vous prenez cette formule-là par exemple et on l'évalue, mais on ne peut pas pour l'instant évaluer cette formule parce que on n'a pas d'attribution de valeur à ces atomes. Donc vous évaluez une formule, on évalue une formule sous une évaluation, sous une valuation, pardon, excusez-moi, une valuation donnée. Une valuation est une attribution à chaque variable, donc je vais dire indifféremment variable et formule atomique, d'un booléen. Voilà, donc vous attribuez, vous dites voilà, on décide d'affecter vrai à P, vrai à R, par exemple, et on va donc évaluer notre formule sous cette affectation, sous cette valuation. Donc ici, une valuation dans notre contexte, et c'est ça qui est intéressant, dans ce contexte de programmation fonctionnelle, une valuation va être codée par une fonction qui va attribuer à chaque variable, donc à chaque atome, à chaque caractère, qui donc nous permettent de paramétrer nos atomes, comme on vient de le voir tout à l'heure, nous attribue un booléen, une valeur de vérité. Donc en fait, une valuation, ça n'est rien d'autre qu'une valeur de ce type-là. On va définir le type valuation comme étant un alias d'un type fonction qui envoie un caractère vers un booléen. Donc par exemple ici, je pourrais, pour exprimer la valuation qu'on vient d'énoncer, vous allez avoir une fonction qui envoie P sur vrai. Donc c'est-à-dire que quand vous évaluez la fonction avec P, elle vous renvoie vrai. Et quand vous l'évaluez avec R, elle vous renvoie également vrai. Ce qu'on avait choisi tout à l'heure. Donc ici, vous avez votre valuation, vous allez créer en dur en fait, on va voir comment dans quelques instants. Et on peut donc être amené maintenant à écrire la fonction d'évaluation qui va donc prendre en entrée une formule et une valuation pour donc évaluer la formule sous le contexte de l'affectation que l'on a établie. Alors vous voyez ce qui se passe ici, donc vous avez une fonction qui est récursive. C'est à peu près clair qu'on aura affaire à des fonctions récursives parce que du moment que vous avez une structure de données sous-jacente récursive, il est tout à fait naturel que la plupart des fonctions qui agissent dessus se définissent récursivement, en faisant des plongées récursives sur ces composantes. Ici, voilà, pour vous donner une heuristique en TP, quand vous avez des types qui sont récursifs, en général, vous aurez des fonctions récursives pour les traiter. À moins d'utiliser des fonctions d'ordre supérieur, élément qu'on verra tout à l'heure. Dans la plupart des cas, vous avez ce phénomène. Donc ici, let rec évalué, donc ça prend une formule et une valuation. Et là, on va décliner notre exécution, notre évaluation de l'appel en fonction de l'allure qu'a la formule. Donc si la formule est un atome, donc ça veut dire que votre formule elle est de la forme P, de la forme Q, et bien sa valeur portée, c'est la valeur en laquelle on a affecté P, on a affecté Q. Donc effectivement, quand votre formule est réduite à un atome de caractère C, vous allez appeler la fonction de valuation avec C comme entrée. Ça va donc vous renvoyer la valeur de la formule. En termes d'arbre, vous avez affaire ici à une feuille qui porte un booléen et vous extrayez ce booléen relativement à votre valuation. Maintenant, quand la formule est de la forme non F, eh bien l'idée c'est que vous allez commencer par évaluer F, et comme vous avez un nom devant, l'évaluation totale sera l'inverse, le complémentaire de ce que vous avez évalué, à cause de la sémantique sous-jacente au connecteur logique non.
Donc en fait, vous renvoyez directement cette composition-là, note, évaluée de f, donc plongée récursive sur f, avec la même valuation. Vous voyez que là, on exploite finalement les opérateurs booléens de manière transparente, puisque vous avez une correspondance directe entre le nom, le et le ou, et respectivement le note, le et commercial et la double barre, qui valent chacun et logique et le ou logique. Donc même idée pour le et, hein, là vous avez un et qui est paramétré par deux formules, f et g. Donc pour évaluer cette formule-là, vous allez évaluer f, évaluer g, et les connecter avec, comme expliqué, le et logique. Et pour le ou, c'est la même idée. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec les compositions de fonctions, c'est pas grave, vous pouvez faire les choses en deux temps, hein. Il aurait été raisonnable d'écrire donc à gauche ici, par exemple. Pour le nom, par exemple, vous allez écrire par exemple let booléen b égale évaluer mettons de f. Donc c'est ce f là, hein. On est à cette ligne là, donc là je suis en train de donner une variante de ce qu'on peut écrire ici. Et vous renvoyez par exemple, c'est peut-être plus clair hein, pour certains d'écrire ça comme ça, note du booléen. Dans la troisième ligne ici pour le et, vous auriez pu écrire ça par exemple, let b1 égale évaluer de f value, in let b2 égale évaluer de g de value, in b1 et commercial b2 par exemple. Voilà, c'est tout à fait correct. Là on décide d'écrire ça d'un coup, c'est un petit peu plus élégant. Donc maintenant qu'on a ce matériel-là, vous voyez que c'est extrêmement simple, hein, finalement l'algorithme d'évaluation d'une formule, il s'écrit exactement de la même manière que ce que vous pouvez trouver dans un livre de logique qui vous explique la sémantique des formules du calcul propositionnel. En fait là, vous êtes en train d'écrire une définition mathématique en informatique, et donc de bénéficier de toute l'abstraction qui est sous-jacente à ça. Voilà, là je pense que je vous apporte rien de spécial, vous avez déjà vu pas mal d'exemples, mais ça vous fait un exemple de plus dans cette voie-là. Il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de pointeur, il y a vraiment la puissance du match qui apparaît dans laquelle vous êtes en train de faire des aiguillages d'évaluation d'expression suivant la forme de votre objet que vous êtes en train de déconstruire, et en même temps, et ça c'est très important, lors de la déconstruction qui vous permet d'aiguiller suivant la nature de votre objet, vous faites des liaisons sous-jacentes, c'est-à-dire que là on lie f à la première formule qui intervient dans le et g à la deuxième. Donc vous voyez, c'est un procédé qui est double ici et qui est vraiment important. Donc ça, on l'avait expliqué lors du dernier cours. Le pattern matching du camel vous permet de faire ces deux choses-là, donc de faire des extractions de valeurs et de discriminer suivant la nature d'un objet qui se définit par un type somme, comme exactement c'est le cas ici. Très bien. Donc j'espère que ça c'est clair. On va maintenant faire un exemple complet. Ici vous avez cette formule-là, donc f non p et ep ou r, donc on est quasi parenthésé totalement, il manquerait juste les parenthèses globales, mais ça suffit pour ne pas avoir d'ambiguïté. Et on décide d'avoir la valuation v qui va consister à remplacer p par faux et r par vrai. Pourquoi pas? Ça fait partie de l'énoncé, on veut se rendre compte de la véracité de la formule dans ce contexte-là. Et à partir de là, on va commencer par coder f. Pas de mystère, là vous le codez de manière standard, hein, vous avez ici donc le et qui est l'opérateur le plus à l'extérieur, ce sera donc l'opérateur qui apparaît en premier ici. Là vous avez la formule à gauche, non p, et ici la formule à droite. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre en expression notre valuation. Je vous rappelle qu'une valuation, ça va être une fonction qui envoie un caractère sur un booléen. Et donc ici, on va devoir faire en sorte que notre fonction, je vous rappelle qu'une fonction c'est une application partielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément définie pour toutes les entrées, mais on doit quand même la définir pour au moins deux entrées, qui sont les deux variables qui sont utilisées ici, donc P et R. Et là on va mettre en place un match, parce qu'on est déjà dans le chapitre des matchs, et en plus parce que ça nous permet d'écrire les choses de manière assez lisible. Donc ici vous matchez, vous faire un peu d'anglais, involontairement, mais bon, vous discriminez sur la valeur de C. Match C, donc si C c'est le caractère P, vous renvoyez faux, conformément à ce qu'on veut faire. Si c'est R, vous renvoyez vrai. Puis là, on décide tout simplement de mettre un joker pour ne pas avoir de warning lors de l'interprétation. Donc là, on
décide que quand on a un autre caractère, on renvoie false. Vous auriez pu mettre true, ça aurait été pareil. Vous auriez aussi pu mettre un fail with. Je vais juste vous illustrer ça très rapidement. Le fail with, c'est assez intéressant pour compléter vos matchs en faisant apparaître en fait une erreur à l'exécution, mais une erreur qui est contrôlée, c'est-à-dire une erreur qui est volontaire quand elle apparaît parce que vous avez employé un comportement qui n'est pas attendu. Donc ici vous avez par exemple R, on va refaire la même chose, donc true. Et là ce que je vous propose, vous allez pouvoir utiliser ça en TP, c'est de mettre un fail with. Donc fail with, juste avant tout, c'est une fonction qui prend une chaîne de caractères en paramètres. Vous voyez string ici qui va être un code d'erreur en fait que vous créez vous-même. Donc ici vous pouvez mettre par exemple erreur variable non attendue par exemple. Quelque chose comme ça. Donc on va évaluer ça. Voilà, donc là si j'évalue F avec P, pas de souci, j'ai vrai. Je l'évalue avec Q, ça marche. Non, justement Q ça ne marche pas. J'avais R à la place, donc vous avez ici une exception qui est renvoyée, qui est générée par le fail with et qui est accompagnée d'un message qui vous servira vous en tant que programmeur pour voir d'où vient l'erreur. Voilà. Donc plutôt pratique. Et pour évaluer, vous appelez la fonction évaluer avec la formule F et l'évaluation donnée. Encore une fois, je mets des parenthèses globales pour vous habituer au paramétrage un peu particulier du camel, mais elles sont totalement facultatives. Voilà, donc je pense que cet exemple est à bien comprendre, il illustre bien ce qu'on a expliqué dans ce chapitre sur le filtrage. Vous inquiétez pas, en TP, vous allez manipuler pas mal de filtrages, peut-être même encore plus complexes que celui-ci. Mais voilà, ça vous fait quand même un exemple important à bien maîtriser avant d'espérer faire des choses un peu plus complexes. Comme par exemple le TP6 qui va vous être expliqué tout à l'heure en vidéo sur le codage de systèmes de fichiers par des arbres. Des arbres avec pas mal de données portées par leurs nœuds et par leurs feuilles. Ok. Donc on y va, on continue et on arrive maintenant à la troisième notion que je veux vous présenter dans ce chapitre-là, qui sont les fonctions d'ordre supérieur. Alors, cette notion-là, j'ai commencé à vous l'expliquer dans la vidéo précédente sur le TP5, que j'ai publié hier, je crois, donc je vous conseille de la re-regarder. Là, on va réexpliquer les choses, ça fait pas mal de répéter un petit peu. Donc une fonction d'ordre supérieur, c'est vraiment un concept extrêmement pratique en programmation fonctionnelle qui vous permet vraiment de factoriser du code de manière assez importante, de favoriser votre productivité parce que vous allez écrire un seul algorithme que vous pourrez appeler différemment et donc avec un même algorithme vous pourrez faire différents tris par exemple, vous pourrez faire avec un même algorithme l'extraction du max dans une liste ou l'extraction du min ou calculer la somme de ces éléments, leur moyenne. Voilà, vous pourrez faire des calculs vraiment très efficacement en termes d'écriture de code. Donc la définition, je vous la rappelle, de ce qu'est une fonction d'ordre supérieur, eh bien c'est une fonction f qui vérifie au moins l'une des deux particularités suivantes. F possède un paramètre qui est de type fonction, ou alors f renvoie une fonction. Donc en fait ça c'est très intéressant le deuxième point parce que il n'y a finalement pas tant de langages que ça qui vous permettent de renvoyer des fonctions. Si vous prenez un langage comme le C, alors le C peut vous renvoyer un pointeur de fonction, mais ça doit être un pointeur vers une fonction qui a déjà été écrite. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer en C de fonctions dynamiquement. Toutes les fonctions, elles sont contenues dans votre texte, dans votre programme, donc ce sont des notions statiques. Dans un langage comme le Camel, la notion de fonction est dynamique, parce que vous pouvez générer des fonctions lors de l'exécution, et donc ça veut dire que le système lui-même peut écrire des fonctions d'une certaine façon. Donc vous avez ici un comportement qui est beaucoup plus puissant. Donc ça, on y reviendra aussi, c'est quelque chose d'assez primordial. Voilà, donc ça, la généricité, on en a parlé, et ça, je viens d'en parler, le fait de pouvoir envoyer une fonction est un procédé qui vous indique que le programmeur n'est plus le seul écrivain de fonctions. Le programme à l'exécution lui-même peut le faire. Alors on peut se demander pour l'instant un peu à quoi ça sert.
bah, vous allez voir des exemples petit à petit qui vont répondre à ces questions de motivation. Alors voici tout d'abord la purification. Donc ça, j'avais commencé à vous expliquer ça dans la vidéo précédente de TP, et on va revenir un peu là-dessus parce que c'est une notion qui est fondamentale. Donc je vous rappelle ici, vous avez une fonction f en forme totalement générale, et elle a un prototype comme ça. Un type comme ça, excusez-moi. Vous avez des types pour les entrées, de E1 jusqu'à En, et un type pour la sortie. Voilà, donc là vous avez une fonction. Dans le cas général, vous pouvez même étendre la définition quand n égale à 0. Dans ce cas, c'est juste un nom. Hein. Si j'écris à gauche ici, let f égale à 8, ça, vous pouvez voir ça comme une fonction à 0 entrée. Hein. Donc vous avez juste s qui apparaît. Donc ça, c'est très général. Vous avez vraiment une allure très générale pour les fonctions, dont les constantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites une application partielle, c'est-à-dire que vous appelez votre fonction f avec strictement moins d'entrées qu'elle n'en a. Donc, c'est-à-dire vous avez k ici qui est strictement inférieur à n. Et bien dans ce cas-là, vous avez comme résultat, vous avez vraiment un vrai résultat, une nouvelle fonction dans laquelle les premières entrées sont fixées respectivement par les valeurs de E1 jusqu'à EK, et les autres entrées eh bien, sont maintenant laissées libres comme nouvelle entrée de la nouvelle fonction renvoyée. Donc EK plus 1 jusqu'à En. Et on a toujours S comme sortie. Donc vous avez ce cas de figure qui apparaît. Donc on avait commencé à en parler dans les cours précédents, et encore une fois il y a quelques jours aussi. Et l'idée du camel, et c'est aussi le cas de pas mal d'autres langages fonctionnels, c'est que les fonctions sont purifiées, c'est-à-dire que finalement toutes les fonctions, même celles qui admettent plusieurs entrées, sont en fait codées comme des fonctions à une entrée. E1, qui quand vous l'appelez, vous renvoie une nouvelle fonction avec exactement n-1 entrée, où E1 a été fixé par son appel. Voilà, donc ça vous permet quand vous appelez plusieurs fonctions, une fonction avec plusieurs entrées, en fait vous allez appeler en cascade votre fonction avec ces entrées. Je vais vous illustrer ça. J'avais peut-être oublié d'en parler la dernière fois, enfin en tout cas ce sera complémentaire. Là vous avez une fonction f qui prend, mettons, 3 entrées. Et là je sais pas, ça va vous faire, mettons, if x2, donc c'est un booléen, si c'est vrai, vous allez renvoyer x1 concaténé avec la chaîne A, else x2 concaténé avec la chaîne B par exemple. Vous pouvez considérer cet exemple-là. Alors il y a une petite erreur parce que j'ai remis x2, là c'est un booléen donc c'est x3 que j'aurais dû mettre. Voilà, donc on a une fonction qui prend une chaîne de caractères, un booléen et encore une chaîne de caractères. Et l'idée, vous savez tous, vous pouvez appeler f de manière classique. Comme ça, par exemple, ABC avec ici false et ici CBA par exemple. Donc tout marche bien, on a la chaîne CBAB par exemple. Et on aurait également pu l'appeler avec une seule entrée. Et là, vous avez compris, d'après ce qu'on a expliqué ici, vous consommez en fait une entrée ici, qui est le ABC qui est utilisé là. Et là, vous avez le reste, donc ça va être une nouvelle fonction à 2 entrées, le booléen et la dernière chaîne, et qui va vous renvoyer une chaîne de caractères. Mais maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'appeler comme ça. Vous avez cet appel-là, on peut maintenant mettre des parenthèses ici, et l'appeler avec false comme ça. Mais en fait, cet appel-là, c'est exactement le même que celui-ci. On a exactement 2 choses. Et vous pouvez même encore itérer, mettre une parenthèse comme ça et comme ça, CBA ici. Et cet appel-ci, c'est exactement le même que le premier qu'on avait. Donc vous pouvez vraiment parenthéser vos appels. Alors en pratique, on ne le fait pas parce que c'est pas très utile, mais ça fait apparaître justement ce principe de purification de manière assez claire ici. Voilà, donc finalement, si vous voulez, en vertu de la définition des fonctions d'ordre supérieur, finalement, toute fonction qui a plus de 2 entrées, donc 2, 3, 4 entrées, plus que 2, eh bien est une fonction d'ordre supérieur en fait, parce qu'elle vous permet de renvoyer des fonctions quand vous l'appelez de manière partielle. Je répète,
Si je prends f et que je l'appelle de manière partielle avec strictement moins d'entrées qu'elle n'en a vraiment, bah ça, comme résultat, j'ai bien une fonction. Donc f ici peut déjà être considérée comme une fonction d'ordre supérieur parce qu'elle admet plusieurs entrées. 3 en l'occurrence ici. Voilà. Donc ça, c'est un cas particulier. On va voir un autre cas ici maintenant qui sont des fonctions qui renvoient à des fonctions. Alors comment créer une fonction qui renvoie à une fonction? Bah, vous avez une façon simple, c'est de renvoyer une fonction anonyme avec la syntaxe fun pour avoir la liste des entrées de la fonction que vous créez et puis eh bien, son comportement à droite. Donc encadré, ça va prendre 2 chaînes de caractères, U et W, et ça va renvoyer une fonction qui prendra une entrée qui va être placée entre U et W. Donc vous avez ici un type qui est extrêmement simple. Vous avez finalement le type, et ça c'est un peu trompeur, un type fonction à 3 entrées, une sortie. Et ça finalement c'est pas si dur que ça de comprendre pourquoi vous avez ce type-là, parce qu'en fait, vous pouvez parenthéser de droite à gauche encore une fois, de manière implicite. On a donc ce type-là. Et là vous voyez se dessiner la chose, vous avez ici une fonction encadrée qui prend une chaîne de caractères U, qui est celle-là, une chaîne W qui est celle-là, et qui vous renvoie une fonction qui est ce type-là ici. Voilà, donc c'est un exemple qui n'est pas forcément si simple à comprendre en première approche, mais qui est assez simple. Alors une autre façon, qui est assez simple en tout cas conceptuellement, une autre façon de voir ça, ça aurait été d'écrire ça. Lettre encadrée de UW et puis du V ici, qui est mis entre les deux. Ça aurait été une autre façon de faire, d'écrire notre fonction encadrée. Voilà, qui a exactement le même prototype et le même comportement en fait. Quand j'appelle encadré avec uniquement les 2 entrées U et W, mettons avec A et ZZ, ça me renvoie bien une fonction de type string vers string, ce qui est exactement cela. Et quand je l'appelle avec 3 entrées, voilà, j'ai bien une valeur qui est la dernière ici. Donc là, vous avez aussi quelques exemples qui apparaissent dans la diapo. Alors maintenant, on peut faire des choses un tout petit peu plus complexes. Ici, on a une fonction qui nous permet de faire un certain calcul qu'on va expliciter dans quelques instants. Alors la fonction appli répétée, elle prend f. Donc déjà, on a un peu l'intuition que f va être une fonction. Et on a x et n. Alors, si n égale à 0, on décide de renvoyer x plus 0. Alors on fait ce x plus 0 pour forcer le type en fait. C'est juste comme ça, on est sûr d'avoir x qui est un entier. Et n, on sait que c'est un entier. Donc quand n égale à 0, on renvoie x, valeur entière. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie l'image de f appelée avec comme entrée le résultat de appli répété avec fx et comme paramètre ici n-1. Donc on va voir ce qui va se passer dans quelques instants. On pourra faire un exemple déjà pour élucider, en tout cas pour avoir une première intuition sur la fonction. Ce qu'il faut remarquer à présent, c'est que le n, ça va être notre valeur qui nous servira à mettre en place la récursion et à l'arrêter quand celle-ci arrivera à 0. Donc un petit exemple. Si vous appelez appli répété, que je vais appeler juste AR ici, pour gagner un petit peu de temps, on va l'appeler donc avec F. On va mettre comme X, on va laisser X, il n'y a pas de raison de mettre une valeur donnée, puis on va mettre 3 pour N. Vous allez évaluer ça. Alors, quand le système évalue ça, il redirige vers cette expression-ci parce que N est différent de 0. Donc là, on a l'expression qui va apparaître qui va être la suivante. Vous avez F, et ce F-là, parenthèse appli répété, on a encore un F qui apparaît ici, X il reste identique et le N-1 devient 2. Vous avez ça. Et maintenant on continue notre calcul. Donc je recopie le F, puisque là je ne peux pas pour l'instant faire le calcul parce que je n'ai pas une valeur atomique ici. Appli répété avec n égale à 2 me redonne cette expression-là avec n nouveau qui devient égal à 2-1. Donc ça fait qu'on a ça. F de appli répété fx1.
fx1, vous avez compris, ça va donner ça. Donc je remets le contexte, f appli répété, x, f avant et 0 ici. Et on arrive finalement avec n égale à 0 qui nous donne ici la valeur de x. Donc ça vous donne la chose suivante, f de f de f. Et ce qu'on a ici, eh bien c'est x. Donc là, on peut conjecturer la chose suivante, qui est que quand vous appelez appli répété avec un certain argument n, bah vous avez en fait f, rond, etc. n fois appliqué sur x. Ça se démontre très simplement, ça peut se faire avec une démonstration par récurrence, donc vous avez cette expression-là. Voilà qui apparaît. Et f, c'est n'importe quoi, c'est une transformation qui prend en entrée un int et qui vous renvoie un int. Donc ça, vous auriez pu aussi le deviner directement avec ce qu'on écrit ici. Alors la difficulté tient au fait que vous avez un appel récursif ici, mais vous connaissez le type renvoyé par appli répété, parce que ça vous renvoie un int, vous pouvez le déduire de ça. Et f donc prend bien en entrée un int, et ça doit bien renvoyer un entier, parce que vous avez un if then else, avec la contrainte qui est que les deux clauses, le then et le else, renvoient le même type. Donc on sait qu'on a du in flèche in pour f. L'algorithme d'inférence des types le sait comme ça. X est de type int à cause de son contexte là. N, on a expliqué que c'était de type int, et ça vous renvoie, on l'a également expliqué, une valeur entière. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez appeler appli répété avec diverses variantes pour la fonction f. Donc ici, ce qu'on décide de faire, c'est d'envoyer x sur x plus 1. Donc si vous appelez la fonction avec 3, et votre nombre d'itérations qui sont 4, en fait, vous avez comme résultat 3 plus 1. Donc ça, je l'ai fait une fois. Plus 1 deuxième fois. Vous avez compris, plus 1. Et encore plus 1, et ça, si on ne se trompe pas, ça fait 7. Voilà. Et appli répété pour la transformation qui envoie x sur son double, ça fait ça en fait. Prenez ça, vous recopiez, et ça vous fait 3 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, donc ça nous fait 16, fois 3, 48. Voilà, donc révisez bien cet exemple-là, je pense qu'il est assez important, donc je vous conseille vous aurez les diapos sur le site, de vous arrêter à ce stade-là de la diapo et de tout redeviner petit à petit, une fois que vous aurez oublié les explications, dans quelques jours, donc j'espère. Alors on peut faire des choses un peu plus complexes, alors ici on utilise le double mécanisme, vous avez tout d'abord une fonction qui est paramétrée par, cette fois-ci, deux fonctions, et qui vous renvoie une fonction anonyme. Donc là, le principe est un peu plus complexe. Bon, on peut déjà deviner que la fonction renvoyée va vous renvoyer un int, parce que vous avez un 0 plus ici. F va prendre en entrée un entier, parce qu'on a du 0 plus. Et G, pour l'instant, c'est pas trop, donc il faut un petit peu faire attention à deviner exactement ce qui se passe. Vous avez un X ici en entrée, un X là pour le G, mais voilà, vous pouvez, je vous laisse le soin de trouver ça, de refaire le raisonnement tranquillement, un petit exercice. Vous avez ce type-là, donc F prend en entrée un int, ça vous renvoie un int. G exactement même allure. Et ça vous renvoie donc une fonction, donc vous auriez pu mettre une parenthèse là, on va l'écrire comme tel, peut-être plus simple. Rappelez-vous toujours, vous pouvez toujours parenthéser de droite à gauche en plus pour augmenter la lisibilité. Et donc on a également ces parenthèses-là qui peuvent apparaître. Donc ça vous renvoie bien une fonction qui prend un int, et ce x-là qui vous renvoie un int. Donc c'est bien une fonction d'ordre supérieur à cause de la définition préalable. Et ici, vous pouvez montrer que cette fonction-là vous permet de faire ce calcul. Alors là, c'est un peu plus facile que dans le cas précédent, parce qu'on n'a pas de récursion qui apparaît. Donc ça vous calcule l'image de x relativement à la fonction f rond g, rond f rond g. Vous le devinez ici directement. Et encore une fois, le 0 plus vous permet de forcer le système d'inférence des types pour avoir des int partout. Regardez ce qui se passe, je vous conseille de voir ce qui se passe quand vous enlevez les 0 plus ici. Est-ce que vous avez des alphas qui apparaissent? Est-ce que vous avez aussi des bêtas? Si oui, et si ça n'est pas le cas, essayez de comprendre pourquoi. Voilà, donc petit exemple ici avec un calcul concret.
Ok, très bien. Alors on va maintenant faire un exemple complet de ces fonctions d'ordre supérieur, où on va reprendre ce qu'on a mis en place sur les mots. On va peut-être même programmer un petit peu ça. Ouais, ça fait quand même peut-être un petit peu de code, mais ça peut être pas mal de revoir ça tranquillement. Donc ici, je vous rappelle un mot ici, un mot sur un alphabet donné, qui est encodé par le type en question ici. Donc c'est un type enregistrement parce qu'on a besoin également de la longueur, on a besoin de plusieurs données pour coder un mot par une fonction. Donc vous avez ici int flèche a, puis là on a la longueur qui est un entier. Et l'idée c'est que pour créer un mot, bah, vous allez écrire une fonction, donc mettons mot 1. Alors mot 1 pour l'instant c'est pas une fonction, c'est un nom que l'on va lier effectivement à un enregistrement du type en question avec un champ fonctionnel qui va être lettre. Alors lettre, pour faire les choses bien, je peux l'écrire à côté. Lettre 1, ça prend un indice i, et ce que je vais faire c'est que if i est divisible par 3, on va avoir la lettre A par exemple, else if i est divisible par 2, on va renvoyer mettons la lettre Z, et dans toutes les autres positions on va renvoyer la lettre, je sais pas moi, O par exemple. Là on va donner ça à notre objet que l'on est en train de créer, donc lettre 1, et on va dire que comme taille c'est un mot de longueur 17 par exemple. Vous voyez que la fonction elle marche avec n'importe quel i ici, pourvu que i soit un entier machine représentable, hein. C'est-à-dire qui tient dans l'intervalle donné. Ici il y a une petite erreur. Oui, effectivement, je crois que le modulo, ça s'écrit pas comme ça en camel. Voilà, vous ferez pas d'erreur, vous, de votre côté, je pense. Et j'ai oublié de mettre effectivement la comparaison à 0, voilà, tout va bien. Donc voilà, là vous avez un mot comme ça, puis on va s'amuser à l'afficher dans quelques instants, hein. Donc là vous avez un autre mot qui est défini, alors ici la syntaxe c'est un peu plus dur à lire parce qu'on a fait les choses d'un coup, là on a fait les choses en deux temps. À gauche on a d'abord notre fonction qui attribue à chaque position une lettre, et puis on a fait notre création de mots ici ensuite. Là on fait tout d'un coup, donc ici l'astuce consiste à mettre des parenthèses. Si vous les oubliez, vous avez un problème de précédence par rapport au point virgule qui vient poser problème. Donc il faut mettre vraiment des parenthèses globales dans votre fonction anonyme qui envoie donc la position i sur petit a si c'est la première et sur b dans les autres cas. C'est un mot de longueur 3, donc ça vous représente bien le mot ABB, un mot de caractère. Alors les choses deviennent intéressantes dès qu'on va pouvoir afficher nos mots en fait. Donc pour faire l'affichage, en fait, il faut avoir un procédé pour traduire votre mot en une chaîne de caractères. Donc l'idée c'est que là vous avez une représentation fonctionnelle des mots ici. Donc vraiment en programmation fonctionnelle, vous n'avez pas de tableau, pas de liste à ce stade-là parce que simplement on peut s'en passer. Et on décide quand même d'avoir un moyen de convertir ça en termes de chaîne de caractères, donc de tableau, simplement pour avoir les usages classiques d'affichage. Mais ça s'arrête là, hein, juste pour afficher notre chaîne. Donc allons-y, vous avez ici string of mots. Rappelez-vous qu'en Camel, on écrit plutôt des conversions avec ce... Ici, vous avez le type de départ et à gauche, le type d'arrivée, string of mots, qui vous convertit donc un mot en une chaîne de caractères. Donc là, vous prenez votre mot et là, il vous faut une fonction de conversion, lettre vers char, vous donne le droit de convertir un élément ici de type .a a priori, on ne sait pas encore comment on peut l'afficher, ça va vous le convertir en caractère pour faire l'affichage. Donc vous allez voir, parce que vous pouvez avoir très bien des mots dont les lettres sont des entiers par exemple, et dans ce cas-là, il faudra une autre fonction pour les afficher, parce que je vous rappelle que le Camel est un langage qui est
typé de manière non permissive, hein. Tout est explicite, donc il faut impérativement respecter les types. Donc là, vous avez une petite boucle en fait qui est codée par cette fonction récursive auxiliaire. Donc si on atteint la fin de notre chaîne, de notre mot, pardon, on renvoie la chaîne vide. Sinon, ce qu'on fait, alors ici, c'est une toute petite astuce. String.make, ça vous permet de convertir en fait un caractère en une chaîne pour avoir le droit de le concaténer au reste. Donc on vous appelez let varchar. Donc le 1 ici, c'est pour avoir un caractère dans la chaîne, hein. Donc let varchar u.lettre, donc j'accède au champ lettre du mot u en position i. Et ce qu'on fait ici, bah, effectivement, c'est qu'on concatène notre nouveau caractère au reste, calculé par la récursion. Et on appelle ça avec la première position. Voilà, donc juste une parenthèse qui manque, et je crois que tout est impeccable. Et on va pouvoir donc afficher notre mot. Alors voilà, là vous avez des explications. Ici, si vous voulez afficher le mot, donc je vais mettre une fonction principale ici. Je vous rappelle, vous mettez point virgule pour séparer vos déclarations de ce qu'il faudra évaluer par l'interpréteur. Donc ici, on va utiliser donc string of mot que je mets dans un nouveau nom pour faire un print string juste après. Donc là, on aura le mot numéro 1. Et là, on a besoin d'une fonction qui convertit un caractère, donc une lettre possible, en un caractère. Donc là, ici, c'est juste la fonction identité qu'on a besoin de mettre. Je vais vous faire un exemple après avec des entiers. Donc la fonction identité, là, vous pouvez juste écrire ça en anonyme. Et là, on va faire un... Alors juste pour vous montrer, vous avez aussi des printf en camel. Donc printf.printf, vous accédez au printf du module du même nom. Et là, vous mettez ici les descripteurs de format exactement comment c'est. Et là, ça me donne le droit de mettre anti/n directement. Donc là, vous mettez str ici. Voilà. Voilà, donc là, vous avez bien le mot qui apparaît, qui est celui-ci, qui vous est affiché. OZA, ZOA, ZOA, etc. D'après la définition, vous avez donc une cyclicité qui apparaît suivant le modulo. Modulo 2, modulo 3, donc... Voilà, évidemment, quand c'est 6, par exemple, vous rentrez dans le premier cas ici, donc... ça vous fait un mot un petit peu bizarre. Peu importe. Alors maintenant, deuxième exemple, si vous voulez avoir un mot d'entier, donc je vais créer le mot, en fait... on va juste le mettre avant, proprement. On va appeler ça la lettre 2 de i. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va nous renvoyer, on veut un mot d'entier cette fois-ci. Et on va donc, juste pour faire un exemple, on va renvoyer, mettons, 1 plus i modulo 5. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura un mot qui va avoir cette allure-là. En position 1, qu'est-ce qu'on aura? En position 1, on a i modulo 5 qui égale 1, et on fait plus 1, donc on a 2. En position 2, bah, vous avez la même chose, mais avec 3. Ensuite 4. En position 4, vous allez faire 4 modulo 5, ça vous fait encore 4 plus 1, 5. En position 5, ça vous fait 1 plus 5 modulo 5, donc 1. Et ainsi de suite. Donc après, vous avez encore 2. 3, 4, 5, et ainsi de suite. Voilà, donc si je ne me suis pas trompé, vous avez un mot qui a cette allure-là. Vous pouvez même considérer que c'est un mot infini, parce que pour l'instant, on n'a pas de taille. Taille qu'on va ajouter pour la création de notre mot complète ici. Copier, coller, mot 2. On va mettre lettre 2, puis on va faire un mot de longueur intéressante, c'est-à-dire 128. Maintenant, pour l'afficher, le mot 2, regardez, je vais laisser ça, vous allez voir, il y aura une erreur qui va apparaître ici, parce que là, il n'est pas content, il veut une fonction qui vous permet de convertir un caractère, une lettre, pardon, de votre mot en un caractère, mais ça passe pas parce que vous avez des entiers. Donc, il va falloir lui expliquer par la fonction
char of int, comment passer d'un entier, 2 par exemple, au caractère 2 ici. Donc là, du coup, je crois qu'il y a juste un problème parce que là, char of int, ça va me faire plutôt le code ASCII du caractère donné. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'additionne le caractère en question. Donc là, on va faire les choses proprement. On va écrire une fonction annexe. Je n'avais pas prévu. Pas très grave. Donc ici, vous avez donc, on va appeler ça char of entier. Voilà, bon, on mélange un peu les deux, pourquoi pas. Vous avez i, donc là, on va calculer le décalage en question. Donc, est-ce que int of char marche? Je me souviens plus. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Donc l'idée, c'est qu'on va simplement calculer le int of char du caractère 0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du char of int on va faire du int. Non, c'est bien ça, c'est du char of int de i. Oh non, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. J'ai juste à faire la valeur ici. Je dois faire 0 plus i in char of int, bien 2v tout simplement. Voilà, donc on va essayer ça, si ça marche bien. Donc char of entier, mettons de 2. Voilà, donc ça marche bien. Là, pour faire les choses proprement, il aurait fallu protéger les cas où on dépasse 10, mais ça n'est pas très grave ici parce qu'on n'a que une gestion des entiers de 0 à 9. Voilà, donc ici vous mettez char of entier. Et voilà, donc ça devrait marcher. Vous avez votre fameux mot ici, de taille 128, comme on a expliqué. Donc voilà, vous pouvez gratuitement changer la taille de votre mot, mettre 2048. Si ça vous amuse, vous avez votre mot ici. Très bien. Vous voyez là, on crée un autre mot de longueur 4 de booléen. Et ce qu'on peut faire, c'est des fonctions de concaténation maintenant, parce que vous savez que quand vous avez des mots, c'est intéressant de pouvoir les concaténer. Vous avez en C la fonction str4 par exemple, et dans d'autres langages comme le Python, vous avez le plus qui vous permet de faire cette opération. Donc ici, vous avez dans la plupart des gestions de chaînes de caractères une complexité qui est linéaire en fonction, soit suivant l'implantation de la longueur de la chaîne de gauche ou de la chaîne de droite. Donc toujours est-il que la complexité dépend linéairement de l'une des deux quantités, de l'une des deux tailles des deux mots. Ici, phénomène extrêmement intéressant, la concaténation se fait en temps constant. Elle se fait en temps constant et elle se base juste sur la définition même de la concaténation, c'est-à-dire que quand vous avez deux mots U et V, pour les concaténer, vous allez construire un nouveau mot dont la ième lettre, vous voyez c'est ici le nouveau mot, il s'appelle UV, on conjuxtapose. La lettre en position I, eh bien ça reste UI. Si I est dans la partie gauche de votre mot, c'est-à-dire que I est compris entre 1 et la taille de U, c'est-à-dire, je vais juste faire un exemple très très simple. Vous avez ici U qui est égal à ABCA, V qui est égal à ZY. Vous savez tous que quand je concatène ça, j'ai ABCA. Là, je mets une espace pour juste mentionner la délimitation. Pour toutes mes positions comprises entre 1 et 4, j'ai exactement UI à ressortir. La ième lettre de U, telle qu'elle. C'est exactement ce qu'on a écrit ici. Par contre, quand I dépasse la longueur de U plus 1, ça veut dire que je souhaite accéder à la partie droite ici. Donc à partir de U égale à 5 ou 6. Et maintenant, je ne peux pas renvoyer V de 5 ou V de 6 parce que V, c'est un mot de longueur 2. Donc en fait, pour retomber dans les positions acceptées par V, je dois simplement décrémenter mon indice I de la longueur de U.
qui m'a servi au décalage. C'est-à-dire que si W c'est U concaténé à V, eh bien W de 5, bah, c'est exactement V, non pas de 1, hein, là j'essaye de taper ici, non pas de 5, pardon, parce que V de 5, bah, ça n'existe pas, ce serait quelque part ici, mais il n'y a rien. C'est V de 5 moins la longueur de U, 4. C'est donc bien égal à V de 1, exactement comme recherché, c'est ce caractère-là ici, le Z. Ok, donc c'est exactement ce qu'on écrit ici. Là, la subtilité, donc si vous avez bien compris cette définition-là, qui est, je pense, pas très compliquée, même si on n'a pas trop l'habitude de manipuler des mots comme ça. Et encore une fois, dans certains livres de combinatoire des mots, de théorie des langages, vous avez vraiment ce type de définition qui est employé. Hein, donc c'est quelque chose de parfaitement standard, parfaitement classique. Pour implanter ça, vous allez donc regarder ici, vous créez un nouvel enregistrement. Vous pouvez reconnaître ici la nouvelle longueur, c'est U.longueur plus V.longueur. Ça, c'est tout à fait cohérent. Dans lequel vous avez comme champ lettre la nouvelle fonction lettre. Donc là, vous avez le nom du champ à gauche et à droite, vous avez le nom de l'objet qui est défini ici, qui est donc la fonction lettre I. Si I est inférieur à U.longueur, bah vous renvoyez la ième lettre de U. Sinon, vous renvoyez la lettre de V à l'indice I moins U.longueur. Exactement ce qu'on a expliqué là et ce qui est écrit ici. D'accord? Donc ça, c'est important de bien comprendre ce mécanisme-là. Vous allez avoir une fonction concaténée qui prend deux mots, donc deux enregistrements, qui vous renvoie à un autre enregistrement avec la fonction et la longueur ainsi spécifiée. Donc voilà, vous pouvez considérer par exemple des concaténations diverses et variées. Alors attention quand même, il y a un point qui est assez important. Il faut que les types des lettres des deux mots impliqués par la concaténation soient les mêmes, c'est-à-dire vous pouvez concaténer un mot de caractère avec un mot de caractère, mais jamais un mot de caractère avec un mot d'entier, par exemple. Ça n'est pas possible. Vous avez un alpha ici et vous avez le même alpha là. Il n'y a pas de prime A et de prime B, hein. C'est vraiment le même type. Vous pouvez juste considérer l'exemple suivant. On va recréer un nouveau mot ici, un mot de caractère. Troisième objet, puis là on va faire quelque chose de très simple. If i est différent de inférieur à 10, on renvoie le caractère B, et sinon on renvoie juste le caractère C. On va faire un exemple simple, avant que je m'embrouille encore dans les modulos. Donc le mot, on le crée effectivement à ce stade-là. Voilà, donc là vous avez mot 3 pour la fonction lettre 3 qui va, mettons, être de taille 64. Voilà, donc vous pouvez écrire, je ne vais pas réécrire la fonction, mais vous pouvez donc écrire concaténer de mot 1 et de mot 3 comme ceci. Et ça va vous renvoyer un nouveau mot, vous pouvez le placer dans le mot 4 par exemple. Et continuer vos calculs après. Voilà. On peut aussi écrire des choses plus intéressantes, encore que tout ça, c'est-à-dire écrire des mots qui se définissent de manière récursive en fait. Comme par exemple le mot de Fibonacci. Alors un mot de Fibonacci, ça se définit comme ça. Vous avez vous connaissez tous les nombres de Fibonacci. Vous avez une suite d'entiers qui dépend d'un n. Et pour calculer le prochain élément, vous faites la somme des deux précédents. Hein. Donc en général, Fibonacci, en tout cas une variante standard, c'est de dire que le premier terme c'est 0, le deuxième c'est 1, et le suivant c'est la somme des deux précédents. Donc vous avez ça, 5, 8, etc. Donc 13, 21, 34, 55, et ainsi de suite. Eh bien vous avez une variante qui consiste à considérer les mots de Fibonacci. Une variante assez belle mathématiquement, mais qui a aussi des applications en informatique,
vous allez remplacer les entiers par des mots. Vous commencez par le mot B. Ça, c'est votre F indice 0, si vous voulez, hein, c'est B. Le premier terme de votre suite. Le deuxième terme, c'est petit a. Et ce que vous faites, c'est que pour calculer le prochain terme, vous concaténez le précédent avec celui encore d'avant. Donc c'est-à-dire que là, le précédent, c'est A, et celui d'avant, c'est B. Donc le troisième terme de la suite, c'est AB. Le prochain, ça va être ABA. Je concatène AB avec A ici. Et on continue, là, vous avez ABA concaténé avec AB. AB, vous recopiez celui-ci, concaténé avec ABA. Et ainsi de suite. Donc là, vous avez les mots de Fibonacci. En fait, si vous observez déjà leur longueur, vous retrouvez les nombres de Fibonacci. Hein. Vous avez un ici, un là. 2, 3, 5, 8. Alors avec la petite variante que là, on n'a pas un 0, mais on a un 1. Mais essentiellement, c'est la même suite. Excepté le premier terme à un décalage près. En fait, vous auriez très bien pu, pour avoir exactement la même suite, dire qu'ici, vous avez le mot vide de longueur 0. Voilà. Si vous voulez vraiment être rigoureux, là, vous avez la même suite. Voilà. Donc ici, pour définir les mots de Fibonacci, vous allez mettre en place une fonction récursive qui dépend du n, le nème mot de Fibonacci que vous êtes en train de viser par votre construction. Si n égale à 0, vous renvoyez le mot b. Donc là, on le crée comment? Comme ça. C'est un mot de longueur 1 avec la fonction qui, finalement, attribue à chaque position la lettre b. Ok, là, on va considérer que la première position parce qu'on a un mot de longueur 1, mais cette fonction-là fait bien l'affaire. Vous n'allez jamais l'appeler avec i différent de 1 de toute façon. Quand n égale à 1, deuxième cas récursif, on renvoie petit a. Et dans le troisième cas, qui est le cas là où la récursion apparaît, donc ce que vous faites, c'est que vous calculez le mot de Fibonacci de n-1, le mot de Fibonacci de n-2, et vous les concaténez avec la fonction précédente. Voilà, donc vous pouvez faire des calculs comme ça. Tout marche bien. On peut donc calculer quelques mots de Fibonacci. Alors vous pouvez aller assez loin, mais comme on a une fonction qui n'est pas récursive terminale, on pourrait faire des calculs de Fibonacci jusqu'en n égale à, je sais pas, 18, 19. C'est tout, quoi. Ça dépend après des machines. Le problème ne vient pas ici de l'efficacité de représentation des mots, mais ça vient de la récursion qui vous donne un arbre qui explose en fait en termes de taille. Même, rappelez-vous, Fibonacci sur les entiers déjà explose si vous l'écrivez comme ça. Alors justement, exercice à faire ici. Donc diapo 196, pour que vous puissiez vous en rappeler, parce que là vous allez prendre des notes au fur et à mesure, et ça sinon vous allez oublier l'endroit où c'est. Donc diapo 196, écrire la fonction mofibo en récursif terminal. Voilà, donc petit exercice au passage. Donc là vous aurez potentiellement besoin de 2 accumulateurs, comme vous avez pu voir avec la fonction Fibonacci sur les entiers. Et si vous avez compris comment cette dernière marche, vous ne devrez pas avoir de problème pour écrire mofibo de cette façon-là, c'est à peu près immédiat. Très bien pour cet exemple. On va maintenant passer aux images fonctionnelles. Alors on va aller un tout petit peu plus vite. Vous allez avoir un TP là-dessus, mais on va quand même donner quelques explications. Ça tourne autour essentiellement des mêmes idées que celles qu'on vient de traiter là, parce que finalement, une image fonctionnelle, ça n'est rien d'autre qu'un mot en 2 dimensions, et donc une fonction qui attribue à chaque point du plan cartésien une certaine donnée. Alors ici, on décide d'être un peu plus général. Pour l'instant, même si on va attribuer à nos points des couleurs, on décide d'avoir un type paramétré, donc qui va embarquer donc une largeur et une hauteur pour avoir la définition de votre image. Elle peut être rectangulaire, hein, donc il n'y a pas de raison d'avoir qu'une seule donnée ici. Et on a également une fonction qui envoie chaque point, donc un point c'est un couple d'entiers, un couple de positions, un couple de valeurs qui code une position dans l'image,
et ça vous renvoie donc un élément d'un type donné. Et l'idée, c'est quand vous avez le type couleur image, donc quand vous spécialisez ce paramètre de type au type couleur, on a donc affaire à une image qui embarque des données RGB, hein, rouge, vert, bleu, en chaque position. Ici, vous avez un exemple. Alors, on ne va pas le programmer à gauche, on va aller un peu plus vite. Ici, vous avez donc une image de définition 24 x 24 qui va envoyer un point P sur la couleur suivante. Alors, comment on fait? On commence par déconstruire notre position. Dans le cas des mots, il n'y avait pas besoin de faire ça parce que nos positions, c'était des entiers. Donc des valeurs atomiques, on pouvait directement les traiter suivant leur valeur pour les aiguiller vers des lettres. Ici, on a un couple et vous savez qu'en programmation fonctionnelle, on n'aime pas trop utiliser FST et SND pour accéder aux premières valeurs et aux deuxièmes valeurs d'un couple parce que c'est pas très générique, parce que ça marche plus sur les triplés et parce que dans tous les cas, c'est toujours mieux d'utiliser ce type de syntaxe, c'est beaucoup plus clair. Donc là, vous déconstruisez votre couple P en un X et un Y. Et là, on décide, hein, c'est juste pour cette image-là, quand X égale à Y, donc ça veut dire que vous avez un point qui est sur la diagonale de votre image, ou l'antidiagonale, hein, ça dépend où vous avez placé votre origine. Ça, c'est un détail technique qui ne nous importe pas pour l'instant, qui sera important en TP par contre, mais vous allez y arriver tranquillement. Bah, quand X égale à Y, vous renvoyez une couleur qui ressemble à du gris. Et quand X est différent de Y, donc vous renvoyez du noir. Donc ça veut dire qu'on aura une image à peu près de cette forme-là. Du blanc, pardon, excusez-moi. On a le max à chaque fois. Donc vous avez une image qui ressemble à ça. Une diagonale en gris et le reste en blanc. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des fonctions de traitement d'image dont la complexité d'exécution ne dépend même pas de la définition de l'image. Ça veut dire que même si vous avez des images extrêmement détaillées, avec une définition très grande, hein, plusieurs milliers de pixels en largeur et en hauteur, vous avez des calculs qui se font instantanément. Alors je vais nuancer hein, tout à l'heure exactement l'efficacité parce que vous avez évidemment une perte quelque part forcément qui va apparaître et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages. Alors ici la complémentation d'une image ça consiste simplement à complémenter les couleurs, donc à considérer leur complément vis-à-vis de 255. Donc vous faites en fait 255 moins les valeurs RGB de chacun des pixels. Bah, comment ça marche ici? Vous créez la nouvelle fonction contenu de pixel de P, on déconstruit P et on renvoie la nouvelle valeur de pixel, donc ça va être une valeur de type couleur. Et là vous créez votre nouvelle image, donc contenu pixel c'est la fonction qu'on a créée ici, largeur la même et hauteur la même que précédemment. Ça vous calcule le complémentaire d'une image, donc ça va remplacer le blanc par le noir, le gris par le gris, et puis voilà. Devinerez les autres transformations que ça vous fait sur des exemples, pour arriver à ça en TP assez facilement. L'image miroir. Alors l'image miroir, c'est une autre opération qui consiste à retourner votre image en remplaçant finalement la gauche avec la droite et réciproquement. Vous le retournez dans ce sens-là, horizontalement. Axe de symétrie donc vertical. Donc ici, bah, simplement la nouvelle image, vous allez créer une nouvelle fonction contenu pixel. Et vous voyez ici la transformation, comment vous l'obtenez? Bah, en fait, le contenu de votre nouveau pixel dans le résultat, c'est l'ancien pixel aux coordonnées largeur moins x plus 1. Donc vous prenez le complémentaire, c'est-à-dire que si vous avez, mettons, une image de cette forme-là, donc là vous avez par exemple, là c'est des pixels, il faut imaginer, vous avez ça par exemple, z, y, x, voilà, ça c'est une image de définition 2 x 5, et bien son miroir, c'est ça tout simplement, hein. Vous la lisez dans l'autre sens. Comme ceci, voilà. Donc en fait, la nouvelle valeur, mettons, de ce pixel-là, c'est l'ancienne valeur située à ce pixel-là, donc largeur, moins 1, ça c'est le x là, plus 1, donc celle à l'abscisse largeur. De la même façon, 2 est envoyé sur
4 ici, 3 sur 3, 4 est envoyé sur 2, et 5 est envoyé sur 1 avec ce procédé de complémentaire ici. Voilà, vraiment pas de mystère. Le Y, lui, reste pareil parce que c'est encore une fois une symétrie suivant l'axe vertical. Et donc ça vous fait un calcul, encore une fois, si vous regardez bien, qui est en temps, qui ne dépend pas des largeurs et des hauteurs. Évidemment, le calcul dépend de la largeur ici, mais pas en termes de complexité. Juste en termes de sémantique, hein, pour faire le calcul. Voilà, donc toutes ces fonctions s'évaluent en temps constant, et cette complexité ne dépend pas de la taille de l'image. Alors, le désavantage de ça, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Le désavantage de ce procédé-là est un désavantage qui est commun aux autres représentations d'images. Ici, quand vous allez chercher finalement à afficher votre image ou à construire un fichier JPEG ou BMP ou PNG, peu importe, qui va contenir votre image, eh bien, vous n'aurez pas le choix, puisque ces fichiers-là sont des fichiers qui codent votre image de manière maligne, dans certains cas, de manière un peu compressée aussi, mais toujours en termes de matrice de points de pixels. Et donc, il faudra impérativement réaliser tous les appels à votre fonction contenu pixel pour tous les points donnés pour recueillir la valeur du pixel et la stocker dans votre fichier. Donc, du moment en fait que vous ne visualisez pas vos images codées de cette façon-là, vous avez des fonctions de traitement qui sont extrêmement efficaces, mais quand vous allez chercher effectivement à interpréter votre image, à la transférer dans un fichier, à l'afficher sur une fenêtre graphique, eh bien vous allez reprendre les désavantages inhérents au traitement d'image classique. Alors ici, quand vous avez des cartes graphiques qui sont efficaces, vous avez des moyens vraiment très rapides de faire ces calculs-là parce que vous avez des calculs qui sont simultanés pour afficher les pixels. C'est la notion de shader qui est mise en place. Et donc ça vous permet quand même d'avoir des fonctions de haute définition qui s'affichent de manière assez rapide. Et également en temps réel, hein, si vous souhaitez faire des animations. Donc on aurait pu très bien écrire une fonction ici, contenu pixel, dans lequel vous avez un point, et puis vous avez un deuxième paramètre qui est le temps par exemple, qui va se coder par un entier, on est en temps discret, le numéro de la frame par exemple, et ça vous fait voilà, une image qui évolue en termes de temps. Vous pouvez donc imaginer finalement des vidéos assez simplement avec ce même type-là. Ça peut donner des idées de projets ou même d'examen. Faites attention, ça peut venir assez vite. Voilà, donc autre fonction possible, vous avez donc la complémentation, le miroir, vous avez aussi des fonctions d'extraction, vous avez une grosse image avec une très grosse largeur, une très grosse hauteur, et on peut chercher à faire des zooms, par exemple, donc à créer des sous-images, à créer des régions, faire des transformations du type où vous remplacez des blocs de 9 pixels par un seul pixel en prenant la moyenne des couleurs. Voilà, ce genre de choses-là est totalement possible à faire dans ce paradigme-là. Ok, donc on va maintenant passer à un dernier exemple, qui est un exemple qui porte sur les séries génératrices, un tout petit peu plus mathématique, mais je pense qu'il est assez intéressant. Alors, c'est facultatif, c'est-à-dire que ceux d'entre vous qui pensent avoir vu déjà cet exemple et qui pensent avoir compris, vous pouvez ignorer cet exemple-là, il n'est pas fondamental. Je le donne pour ceux qui ont besoin d'un peu plus d'exemples et qui aiment bien un petit peu les mathématiques aussi. Ça permet de montrer qu'on peut faire des choses encore plus abstraites en camel et que tout marche bien, et c'est aussi l'occasion de vérifier un petit peu, de réviser les boucles, en tout cas les simulations de boucles en camel. Donc ici, la problématique est la suivante. On souhaite coder ce qu'on appelle des séries génératrices. Alors en fait, une série génératrice, c'est juste un objet mathématique qui est un polynôme en une variable t, mais qui n'a pas de degré, c'est-à-dire que vous avez potentiellement une somme infinie de monômes. Un polynôme, c'est une somme finie de termes. Hein. Vous avez le polynôme 3x plus 8x au carré, par exemple. Il est de degré 2, et tout va bien. Voilà, donc un polynôme. X au carré plus 8 x puissance 4
moins 17x puissance 22. Voilà, donc vous avez un degré, c'est quelque chose de fini. Une série génératrice, c'est un autre objet mathématique un tout petit peu plus complexe, dans lequel vous avez le droit d'avoir des sommes infinies. Par exemple, je peux considérer, mettons cet objet-là, x puissance 3 plus 4 fois x puissance 4, plus etc. Vous avez aussi plus 17 fois x puissance 17, et ainsi de suite. Donc là, vous n'avez pas de degré défini, vous avez un objet un petit peu bizarre, mais qui est très, très intéressant en informatique théorique, puisque les séries génératrices vous permettent de faire du dénombrement sur des objets, et ça a comme application intéressante d'aider, de former un outil pour répondre à des questions de complexité d'algorithme. Donc c'est intéressant de connaître au moins de nom ce principe-là. Dans votre formation d'informaticien de très bon niveau à Marne-la-Vallée. Voilà, donc en fait ici vous avez un objet qui se définit comme ça, vous avez une somme infinie, des coefficients devant chaque t puissance n, et ces coefficients qui sont entiers, ce sont ceux-là, on les appelle les alphaï. On peut se demander, mais comment coder une série génératrice? C'est un objet qui est infini. Et souvent, la croyance populaire dit qu'en informatique, on ne peut pas coder des objets infinis. En fait, c'est pas vrai du tout, parce que rappelez-vous, vous avez vu la notion d'automate, par exemple, en théorie des langages, vous avez vu la notion de grammaire aussi, en analyse syntaxique. Et ces objets-là, ces structures, ces entités vous permettent de coder des ensembles infinis de mots. Vous prenez un automate, ça vous code en fait une expression rationnelle, plutôt une infinité d'expressions rationnelles qui dénotent tout un même langage, qui peut être constitué d'une infinité de mots. Vous pouvez par exemple créer un automate qui va vous reconnaître des mots qui évitent le motif BAB par exemple, sur l'alphabet AB. Et il y a bien une infinité de mots qui évitent le motif BAB. Et pourtant votre automate il est fini. Et donc vous pouvez l'implanter, vous pouvez donc le dessiner, vous pouvez mieux réaliser des opérations sur lui. Voilà, donc tout ça marche bien. Donc en informatique, vous avez évidemment possibilité de représenter des objets infinis, et c'est ça qui est intéressant justement. C'est d'avoir cette capture de l'infini qui est réalisée par des notions finies, et donc de capturer les opérations qui vont avec, et tous les algorithmes qui nous permettent de les manipuler. Donc pareil pour les séries génératrices. Une série génératrice, elle peut être codée par un objet infini qui est la suite de ses coefficients, ordonnés d'exposant en exposant. Donc là, si vous connaissez alpha 0, alpha 1, alpha 2, jusqu'à l'infini, vous connaissez votre série génératrice. Ici, cette série génératrice, elle est codée de cette façon-là. Vous avez le coefficient de t puissance 0, bah là c'est 0. Le coefficient de x, là j'ai pris x à la place de t, puissance 1 c'est 0. De x puissance 2, bah, vous voyez ici, si on lit bien c'est 2. De x puissance 3 c'est 3. Et ainsi de suite, vous avez compris. Donc là vous avez 4, 5, 6, 7, une suite d'entiers assez simple, mais qui reste infini. Et là, on peut se poser la question, mais en camel, comment est-ce qu'on va coder ça? Donc là, vous avez encore une autre suite infinie qui est la série génératrice des puissances de 2 ici. Comment on peut représenter ces objets en informatique de manière compacte et de manière finie surtout? Eh bien, on est dans un cours de programmation fonctionnelle, ça vous aura pas, je pense, ça vous étonnera pas, pardon, que l'on peut représenter ça par des fonctions. En fait, on peut représenter une série génératrice par une fonction qui a tout exposant, donc à tout entier positif n, lui associe le coefficient alpha n de tn. Donc c'est-à-dire que une série génératrice, ça va être simplement une fonction de int vers int. Ici, par exemple, avec la série qu'on a choisie là, je dois faire en sorte d'envoyer 2 sur 2. L'exemple est peut-être un petit peu trop simple ici. 3 sur 3 et ainsi de suite. Donc en fait ici ma série génératrice ce sera ça. Ça envoie mon n sur, alors attention les cas de base, hein, vous avez ici des 0 et des 0. Donc if n inférieur à 1, on renvoie 0. Sinon on renvoie n. Voilà, tout simplement. Donc pour connaître une série génératrice, il suffit de connaître chacun de ses coefficients. Et bon là vous avez des considérations sur l'infini.
et la série précédente des puissances de 2. Alors là, pour des raisons techniques, il faut faire des conversions parce que l'opérateur étoile étoile, il ne marche que pour les flottants, et puis on va avoir des entiers ici, donc il faut faire des conversions dans un sens et dans l'autre, mais ok, tout va bien. Ça vous envoie bien 2 sur 4, 3 sur 2 puissance 3, 4 sur 2 puissance 4, et ainsi de suite. Voilà, tout va bien. Et ce qui est intéressant, et c'est là où on veut arriver, pour manipuler ces fameuses fonctions d'ordre supérieur, hein, je vous rappelle qu'on est toujours en train d'explorer précisément cette notion-là, on peut mettre en place des opérations sur ces séries, donc des opérations sur des fonctions. Int, flèche int. Donc on a tout d'abord la somme, c'est la somme point par point, là exactement comme la somme des polynômes, mais que vous étendez à l'infini. Hein, donc voilà, vous avez une première série, une deuxième série, leur somme se définit comme ça. Vous avez également ce qu'on appelle le produit d'Adamar. Bon, c'est juste un produit très simple où vous faites le produit point par point, terme à terme. Donc c'est comme la somme exactement, sauf que vous remplacez l'addition par une multiplication des coefficients. Et vous avez le produit de convolution, qui est le produit classique des polynômes. Voilà, donc si vous réfléchissez bien, il peut s'écrire également comme ça. Calculer le coefficient de t puissance n en prenant toutes les combinaisons possibles pour former t puissance k à partir de t puissance n et de t puissance m avant. Donc ça veut dire que n plus m doit être égal à k, ce qui est exactement encodé par cette double sommation. Voilà, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir coder des sommes avec des fonctions auxiliaires. Donc petite révision. Je vous donne directement les réponses sans trop les commenter pour l'instant. La somme ici, et ça c'est un point qui est intéressant, il n'y a pas besoin de mettre en place des sommes parce que, je vous rappelle, pour définir le résultat, je dois juste renvoyer la fonction qui envoie k sur le nouveau coefficient. Et le nouveau coefficient, le coefficient du résultat, c'est le coefficient en t puissance k de la première série, plus le coefficient en t puissance k de la deuxième. C'est exactement ce qu'on écrit ici. S1 de k plus S2 de k. On met ça dans une fonction anonyme qui renvoie ça, parce qu'on veut précisément créer une série génératrice qui est elle-même une fonction. Donc fun de k, S1 de k plus S2 de k. Pour le produit de Hadamard, là vous avez une autre variante qui passe pas par les fonctions anonymes. C'est vraiment la même chose. Si vous ne souhaitez pas utiliser des fun, on peut faire des exemples. Voilà. Le produit d'Hadamard, c'est exactement la même chose, sauf que vous remplacez l'addition par une multiplication. Alors ici, un petit exemple de somme. On calcule la somme des puissances de 2 avec elles-mêmes. Et donc en fait, le terme en t puissance 3, c'est la somme des deux termes précédents en t puissance 3, c'est-à-dire 8 et 8, et ça vous fait donc bien 16. Le produit, c'est un peu plus technique, mais ça se fait quand même bien. Vous avez donc besoin ici de coder cette somme-là, en fait. Cette somme, vous n'avez pas à la coder parce que c'est ce qui vous... c'est le paramètre de la fonction, en fait. Vous avez juste besoin de vous concentrer sur une valeur particulière qui est k. Et par contre, cette deuxième somme, il faut bien la coder. On a donc besoin d'itérer sur ces k plus un tour de boucle, pour y compris entre 0 et k. Et donc ça, c'est fait par cette fonction interne, là. Donc, vous avez ici un accumulateur, pardon, une fonction auxiliaire qui dépend donc de i. Et à chaque fois, vous faites la somme du nouveau terme que vous considérez. Et vous renvoyez ça comme résultat, c'est-à-dire cette fonction qui va coder votre série génératrice. Voilà, donc là ici vous avez la série toute simple. On va juste détailler un petit peu, c'est assez amusant. Donc SG de 1, ça vous fait cette série-là, donc 1 plus x. Alors je vais mettre des t pour une fois. T au carré plus t puissance 3 plus t puissance 4. Là vous avez cette série, vous avez tous les termes sommés avec un coefficient 1. Et là on décide d'élever cette série au carré. Donc vous faites SG de 1 multiplié par SG de 1. Et là, quand on fait le calcul, on s'aperçoit que comme premier coefficient, on a des antinaturels qui apparaissent. Vous voyez, là, j'évalue SG de 1 au carré en 0, en 1, en 2, en 3. Et en fait, vous avez un résultat qui est assez amusant, qui est que le carré de cette série génératrice-là, et bien c'est ça en fait. Ça fait 1 plus 2t plus 3t carré plus 4
t puissance 3, et ainsi de suite. Donc là, vous avez les antinaturels qui apparaissent. C'est un peu mystérieux la première fois qu'on voit ça, mais le calcul peut se faire dans un certain contexte mathématique. Donc c'est tout à fait cohérent d'avoir ce résultat. Très bien, donc je pense que le cours est déjà suffisamment long, donc on va s'arrêter là pour cette semaine. Vous allez donc avoir, comme je l'ai expliqué, une vidéo qui doit déjà être en ligne à l'heure qu'il est sur le lancement du TP6. Vous allez donc avoir les prochaines vidéos de cours, hein, je vous le redirai sur le forum quand elles seront sorties. Donc en attendant, travaillez bien, n'hésitez pas à poser des questions sur le forum ou sur le chat Discord. J'y passe régulièrement. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Travaillez bien et bon courage à tous. Au revoir.